Good morning, bon matin, et merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Je suis Tyler McCann, directeur général de l'Institut canadien des politiques agroalimentaires. Today, I join you all from Calgary. Aujourd'hui, je vous rejoins tous de Calgary. La nécessité de progresser vers la réconciliation a fait la manchette cette semaine. Je tiens à souligner que je vous rejoins au nom des territoires traditionnels de la Confédération des Pieds Noirs, Siksika, Kainai, Pilkani, Tsutsina, les nations Stoney Nakoda, de la nation métisse et de tous les gens qui vivent dans la région du traité numéro 7 dans le sud de l'Alberta. Aujourd'hui, lorsque nous pensons à ce que le recensement nous dit de l'agriculture d'aujourd'hui, nous devrions également réfléchir aux peuples et aux nations qui nous ont précédés. Statistique Canada a récemment publié les résultats de son très attendu recensement de l'agriculture qui donne un aperçu de l'agriculture canadienne en 2021, qui est un point de référence important pour les indicateurs clés du secteur agricole canadien en 2021, en mettant à jour notre compréhension du nombre, de la répartition régionale et d'autres caractéristiques des fermes et des exploitants agricoles. Nous sommes ravis d'accueillir le webinaire d'aujourd'hui qui explorera les résultats et entendra plusieurs experts du secteur sur ce que les chiffres nous disent du passé, du présent et de ce qui signifie pour l'avenir de l'agriculture au Canada. Nous entendrons d'abord Sébastien Larochelle-Côté de Statistique Canada qui nous présentera les points saillants du recensement de l'agriculture de 2021. La présentation sera suivie par une discussion en table ronde avec nos experts. Pendant le webinaire, nous vous demandons de bien vouloir soumettre vos questions en utilisant la boîte à clavardage sur votre écran et nous ferons de notre mieux pour répondre à autant de questions que possible. Je voudrais maintenant vous présenter Sébastien avant sa présentation. Sébastien Larochelle-Côté, le directeur adjoint de la division de l'agriculture à Statistique Canada. Avant d'être nommé à son poste actuel, il a occupé plusieurs rôles au sein de Statistique Canada, y compris rédacteur en chef de la publication institutionnelle Regard sur la société canadienne et chercheur principal qui a rédigé plusieurs études sur la sécurité du revenu de retraite, la richesse, le travail autonome et le marché du travail. Il détient une maîtrise en économie de l'Université Laval et une maîtrise en relations internationales de l'Université Carleton. Sébastien, merci de nous avoir rejoints. Je vous passe le micro. C'est un plaisir d'être avec vous ici aujourd'hui. First off, I would like to thank Cappy. Je voudrais d'abord remercier l'ICPA pour avoir organisé le webinaire et je voudrais aussi remercier tous les organismes qui participent aujourd'hui. Mais je voudrais aussi remercier les agriculteurs et plusieurs d'entre eux sont peut-être représentés par vos organismes respectifs et je voudrais vraiment transmettre le message que leur participation au recensement, mais au tout est vraiment très important pour nous, raison pour laquelle nous avons réussi cette année dans la collecte et la distribution de l'information du recensement de l'agriculture. Donc, je voudrais encore une fois dire merci, merci, merci. Donc, avant de commencer la présentation d'aujourd'hui, je voudrais vous fournir quelques leçons clés apprises des résultats. Tout d'abord, il s'agit de la résilience. Vous allez voir que la plupart des chiffres restent relativement stables si vous les comparez avec les chiffres de 2016 par rapport au bétail et inaudible. Et on a aussi la consolidation, c'est-à-dire nous voyons des chiffres qui probablement surprendront quelques-uns d'entre vous par rapport à la mesure dans laquelle l'industrie s'est consolidée pendant les 5 dernières années et je reviendrai à ce sujet plus tard. Troisièmement, la modernisation et la mesure dans laquelle nous voyons du mouvement vers les pratiques de durabilité. Maintenant, peut-être nous pourrions, je peux voir l'anglais, merci. Alors, cette année, on a vraiment mis l'emphase sur de différentes façons d'avoir accès à l'information. Nous avons donc utilisé tous les outils de distribution que nous avons dans notre trousse d'outils. Et voici une invitation en fait à visiter notre site web parce que nous avons de différentes façons d'avoir accès à l'information. D'abord, le portail du recensement de l'agriculture où vous pouvez vraiment trouver toute l'information, mais je voudrais vous inviter aussi à regarder les profils des provinces et territoires qui ont été publiés au mois de juin de cette année.
nous avons des profils pour chacune des provinces et pour le Nord aussi. Je veux que vous regardiez aussi les profils des communautés où vous pouvez trouver le nom de votre communauté et vous trouverez toute l'information et vous pouvez la comparer aussi avec d'autres communautés en matière de toutes les variables du recensement de l'agriculture. Nous pensons que c'est très cool. C'est une autre façon d'avoir accès à l'information de façon rapide et efficace. Donc, je vous invite à le regarder. Et finalement, nous avons aussi un outil cartographique qui expose non seulement des données du recensement de 2021, mais aussi de celui de 2007. Donc, vous pouvez sélectionner la variable que vous désirez et c'est un trait cartographique qu'on a développé et est tout à fait nouveau cette année. Donc, on est très fiers de cela et vous pouvez donc choisir ce que vous voulez maintenant pour examiner les tendances en ce qui concerne les données en matière d'agriculture. Prochaine diapo, je vous prie. Alors, permettez-moi de vous parler un peu sur le contexte et beaucoup d'entre vous probablement le savent, mais l'agriculture est une industrie rentable au Canada et on a été parmi l'une des industries qui ont subi la plus grande croissance en 2021, une augmentation de 15% des recettes monétaires agricoles en 2021. C'est des occasions, mais aussi les exploitants ont des défis, ils ont des problèmes internationaux, etc. Et donc, les temps sont difficiles, on a des occasions, mais on a quand même des défis aussi et nous sommes conscients de ce fait-là. Le changement climatique est aussi très présent dans l'esprit des agriculteurs canadiens et ceci parle des pratiques de résilience et de durabilité desquelles nous parlerons bientôt. L'année 2021 a été l'année de la sécheresse dans l'Ouest canadien et les inondations en Colombie-Britannique, bien que les deux événements aient eu lieu après le mois de mai. Ceci a eu lieu après la collecte de données qui a été faite en mai, donc on ne le verra pas dans les estimations, mais quand même, nous sommes conscients du fait que le changement climatique est un enjeu important dans l'industrie. Maintenant, la COVID a bien évidemment apporté des défis, mais l'année 2021 a été quand même meilleure en 2020. On a eu des défis, par exemple, le nombre de travailleurs étrangers temporaires qui a diminué et les choses se sont plus ou moins résolues en 2021. Et les Canadiens sont de plus en plus préoccupés par les aliments et de comprendre d'où vient leur consommation. Donc, ceci est la situation que nous avions quand on a fait l'analyse de nos variables. Prochaine diapo, je vous prie. Alors, du point de vue du nombre total d'exploitations agricoles, on a eu un recul. Ceci n'est pas forcément une surprise. Il s'agit là de quelque chose qu'on a vu des cycles de recensement antérieurs, mais ce ne fut pas aussi rapide que dans des cycles de recensement antérieurs. Un déclin de 193 à 189 000 et nous voyons que la plupart des fermes d'exploitation agricole se trouvent en Ontario, Alberta et Saskatchewan. Maintenant, les plantes oléagineuses continuent à être les plus importantes au Canada. Du point de vue des chiffres, un tiers de toutes les exploitations agricoles tombent sous cette catégorie de fermes, mais quand on compare avec le 2016, on voit une augmentation dans l'élevage de bovins de boucherie et de parcs d'engraissement et la quantité aussi de fermes qui sont classifiées comme autres types d'élevage. Prochaine diapo, je vous prie. Et du point de vue de la superficie agricole totale, on voit une baisse de 3,2% par rapport à 2016 et cela a été aussi accompagné par une hausse dans la superficie agricole totale de foin et de grandes cultures.
Donc, on a une baisse de 3,2 %, mais ce n'est pas une tendance qui nous est surprise. On l'a vu aussi en 2016. Donc, on a vu une réduction en superficie agricole totale et une augmentation marginale en grande culture et en foin. Comme en 2016, le canola est demeuré la principale culture produite au Canada. Et prochaine diapo, je vous prie. Maintenant, si vous regardez la tendance à long terme, on a eu un changement vers les plantes oléagineuses. Si vous voyez le graphique du côté droit, la ligne rouge qui montre la proportion de territoire qui est dévouée aux plantes oléagineuses, ceci est à dépense du blé et aussi du foin. Et les autres, il y a une ou deux autres cultures que nous voyons de petites hausses, mais c'est ce qui est en train de se passer et nous verrons ce qui va se passer dans l'avenir maintenant que la situation internationale est assez différente. Prochaine diapo, je vous prie. Comme je l'ai dit auparavant, les stocks de bétail demeurent stables. Si vous regardez, par exemple, les bovins, on voit, par exemple, qu'on a eu 13 millions de têtes de bovins en 2021, 15 millions de têtes de porc, 152 millions de têtes de poulet et on a un domaine donc, où l'on a vu un petit déclin, c'est les moutons, un déclin de 0,2 % par rapport au 2016, mais nous savons que ces chiffres auraient pu être affectés par les enjeux de chaîne d'approvisionnement parce que nous savons qu'en 2021, plusieurs usines de traitement de viande, de transformation de la viande se sont close. Donc, cela aurait pu affecter les exploitations et cela aurait pu affecter les chiffres par rapport au 2016, mais en général, le message est que l'on n'a pas eu d'effondrement de la situation. Prochaine diapo, je vous prie. Alors, les deux prochaines diapos vont vous parler de la consolidation et ça, c'est un autre exemple, n'est-ce pas, où nous regardons la quantité totale de fermes qui déclarent faire l'élevage de bovins et cela a été encore une fois en déclin, pas beaucoup du point de vue de bovins de boucherie, mais du point de vue de tête de bovins, on a une augmentation. Donc, c'est l'histoire standard que vous regardez. Donc, on a toujours des signes de consolidation de ce genre et l'industrie de bovins de boucherie est complexe, bien évidemment. Et c'est le message principal. On voit des baisses dans toutes les provinces excepté l'Alberta et la Saskatchewan. Ici, on a l'élevage de porc et on a une augmentation encore plus grande du point de vue, c'est-à-dire on a un déclin dans les exploitations, mais une augmentation de 5% dans la quantité de porc. On a 300 têtes de porc par exploitation, ce qui est important depuis le 2016. Donc, on bouge vers une opération plus grande dans cette industrie qui est concentrée au Québec, en Ontario et au Manitoba. Prochaine diapo, je vous prie. Bon, la production d'aliments, on a vu de la stabilité dans ce sens-là et ceci est malgré le fait qu'il s'agit ici de quelque chose qui exige beaucoup de travail comme industrie. Donc, on a vu une petite augmentation dans la superficie consacrée aux fruits et aux noix, 0,4 % et on a eu, nous savons encore une fois que la production d'aliments et de légumes s'est concentrée au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique et dans des provinces de l'Est aussi. Donc, avec cela, je veux dire que tout continue à être stable dans ce domaine aussi. Prochaine diapo, je vous prie. Maintenant, les serres, c'est encore une fois où l'on voit de la concentration. On a eu une augmentation de 23% dans
dans la taille moyenne des serres, mais on a eu quand même un déclin de 20%. Du point de vue des tendances, en Ontario et en Colombie-Britannique, on a plus de 82% de la superficie totale de serre et on a une augmentation dans la superficie des serres dans le pays, y compris au Québec. On va publier des choses plus tard cette année et cette information devrait se concentrer à la superficie et d'autres variables par rapport à évaluer les variables qui seraient publiées plus tard cette année par rapport au Canada. Prochaine diapo, je vous prie. Maintenant, la consolidation des fermes continue du point de vue des finances aussi, et ceci est quelque chose d'intéressant aussi comme fait. Plus d'une moitié des revenus sont dans des fermes qui sont dans les ventes plus larges, c'est-à-dire 2 millions de dollars ou plus, ce qui était 42% en 2016. Donc, on voit des preuves de concentration du point de vue financier. La quantité désolé, inaudible. Et la plupart des employés travaillent aussi dans de grandes exploitations, ce qui ne va pas vous surprendre, mais les tendances sont en train de changer rapidement avec 63%, près de 2/3 des travailleurs travaillent dans des exploitations, dans ce qui est dans les 2 millions de revenus. Et en 2016, on avait 47%. And we also published information on expense to revenue, the ratio of expenses to revenue. Maintenant, du point de vue des dépenses et des revenus, si vous regardez le total, 83 centimes par dollar, 83 dollars de dépenses par chaque dollar de revenus. Ceci n'a pas beaucoup changé, mais on a des influences entre les industries. Si vous regardez les industries qui ont les ratios les plus élevés, vous devez regarder l'élevage et on voit les dépenses les plus basses par rapport au ratio. Prochaine diapo, je vous prie. Comme je l'ai dit auparavant au début de cette présentation, les fermes passent vers la production d'énergie renouvelable, des pratiques plus durables, et on voit la quantité de fermes qui ont déclaré de la production renouvelable. Ceci a augmenté de beaucoup, de 10 000 fermes à 23 000 fermes qui signalent au moins une production d'énergie renouvelable. L'Ontario a eu la plus grande proportion d'exploitations agricoles déclarant produire de l'énergie renouvelable. On a d'autres provinces où nous avons vu de grandes augmentations dans la quantité d'exploitation qui signalent l'énergie renouvelable. Ça ne va pas vous surprendre que les panneaux solaires sont le type de système de production d'énergie renouvelable le plus fréquemment déclaré en 2021. La quantité de fermes qui ont signalé ce genre de production d'énergie renouvelable a bondi de 66,5% et a augmenté dans toutes les provinces, mais nous voyons d'autres formes de production d'énergie renouvelable qui sont aussi en train d'augmenter, y compris l'énergie géothermique, la bioénergie et ce genre de choses. La durabilité des terres est aussi en augmentation. N'importe ce que vous regardez, on a vu des augmentations importantes partout, 65% en 2020, qui est le point de référence pour cette question dans le questionnaire du recensement, 64% ont signalé avoir une pratique de gestion durable en 2020. Maintenant, les comparaisons dans ce cas-ci avec le 2016 sont plus difficiles à faire parce qu'on a apporté des changements au sujet de la technologie duquel il s'agit. Mais quand on a pu comparer, on a vu des augmentations, par exemple, si vous regardez, par exemple,
le guidage automatisé installé sur l'équipement agricole. Même chose pour les systèmes de cartographie GIS, ceci a augmenté de 59% depuis le 2016. Même chose pour superficie de terre de ferme. Donc, on a vu des augmentations dans les exploitations agricoles canadiennes. Maintenant, les agriculteurs utilisent de plus en plus les méthodes de vente directe comme méthode de vente aux consommateurs. La proportion de fermes qui utilisent cette méthode ont augmenté de 12,7% à 13,16% en 2020. Maintenant, ceci fut une année de pandémie, ce qui est bon parce que cela nous permet de voir ce qui s'est passé, mais maintenant, on a une augmentation de 1% et l'augmentation était plus forte si vous regardez certains types de fermes. Les légumes, les melons étaient ceux qui ont déclaré le plus de cette méthode, mais la proportion de ce genre de fermes qui ont signalé les ventes directes ont augmenté de 50 à 52%, donc une augmentation plus rapide dans ce type de fermes. Et comme ce type de fermes sont plus concentrées dans quelques provinces, c'est la raison pour laquelle vous voyez toutes ces différences du côté droit de la diapo avec des provinces comme le Québec et les provinces de l'Est et les Maritimes, Terre-Neuve, Labrador, qui signalent la plus grande proportion d'exploitation agricole avec cette technique et la Colombie-Britannique aussi. Prochaine diapo, je vous prie. Maintenant, la valeur marchande élevée des terres est aussi un enjeu que nous avons observé dans le recensement de 2021. Une augmentation dans la valeur totale des terres depuis le 2016 a été de 23% et cela est en termes réels en dollars de 2021. Et donc, cela est quelque chose d'important, bien évidemment. Nous voyons, oui, que si l'on regarde la carte qu'il existe bien évidemment une valeur inégale à travers le pays, les zones autour de Vancouver et Kelowna et des zones autour de Toronto et Montréal. C'est là où vous pouvez trouver les fermes qui ont la plus grande valeur, ce qui n'est pas forcément une surprise, mais ceci devient de plus en plus intéressant comme politique, comme enjeu par rapport aux politiques plutôt. Prochaine diapo, je vous prie. Maintenant, un autre enjeu qui a des implications pour les politiques est le vieillissement des agriculteurs. La tendance continue. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais les chiffres continuent à être de plus en plus impressionnants. Et si vous regardez la quantité de fermiers qui ont au moins 55 ans, ils sont 61% qui ont au moins 55 ans. Et si vous regardez les différences régionales, il existe beaucoup de tendances intéressantes aussi, c'est-à-dire les régions agricoles les plus vieilles se trouvent dans l'Atlantique, la plus ancienne est Yarmouth en Nouvelle-Écosse et les plus jeunes à l'ouest, au Manitoba et à la Saskatchewan. Donc, l'enjeu est que ces régions font face à une réduction d'agriculteurs et la question se pose, qui va les remplacer dans l'avenir? Prochaine diapo. Cependant, du côté positif, nous voyons davantage de femmes, tant du point de vue des chiffres et de leur augmentation dans leur proportion d'exploitants agricoles, vous voyez une proportion plus élevée de femmes, mais elles tendent à être plus situées dans des fermes plus limitées en taille. On va publier une étude par rapport aux femmes et l'agriculture. Espérons que cela va être publié en automne de cette année. On travaille aussi à un lien avec le recensement de la population qui va fournir davantage de renseignements et de traits par rapport aux exploitants agricoles. Cela n'est pas encore prêt. Ça sera prêt en 2023, mais si on regarde les renseignements qu'on a pu recueillir de 2016, on a vu que près de 2%
ont signalé une identité autochtone et près de 9 étaient des immigrants. Donc, ça m'intéresse beaucoup de voir quels seront les chiffres pour le 2021 et aussi nous allons ajouter des variables supplémentaires pour essayer d'obtenir un portrait plus complet, un profil plus complet des traits des exploitants agricoles. Prochaine diapo, je vous prie. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qu'il faut regarder? À partir de cet automne, essentiellement, on aura d'autres études sur les données, sur les exploitants agricoles et les exploitations. En septembre de 2022, on planifie de diffuser les données sur le cannabis si tout se passe bien, bien évidemment. En décembre de 2022, on va diffuser la base de données fondée sur le recensement de l'agriculture qui s'appelle la base de données agroalimentaires. Et en mai de 2023, on va publier les traits socio-économiques des exploitants agricoles liés au couplage entre le recensement de l'agriculture et le recensement de la population. Par rapport aux consultations du contenu de 2026, on a une page web. Vous pouvez avoir accès à la page web du recensement de Statistique Canada. Vous pouvez vous inscrire et je vous encourage vraiment d'en faire partie. Si vous voulez être une partie de la consultation, il faut que vous vous inscriviez et la page web vous explique comment le faire. Votre rétroaction nous est très importante. Comme vous pouvez voir, l'industrie est en train de changer, est en train de bouger très rapidement, de changer très rapidement. Donc, comment mieux aborder les besoins de renseignements? C'est la raison pour laquelle ces consultations nous sont très importantes. Et vous allez être contacté pour vous inscrire en automne par rapport à comment nous pouvons recueillir votre rétroaction. Je vais arrêter là. Je vous remercie énormément et j'attends avec impatience d'entendre vos questions. Merci, Sébastien. Thank you very much. As you say, this information is. Merci beaucoup. Comme vous voyez, cette information est très utile et on a beaucoup de choses qui sont disponibles et j'attends avec impatience de vous présenter nos experts pour analyser les choses à profondeur. On a plusieurs questions qui sont arrivées. Je remercie l'équipe de Sébastien pour avoir commencé à répondre à ces questions sur la boîte à clavardage et on reviendra aux questions plus techniques plus tard. Mais maintenant, nous allons passer à notre discussion en table ronde. Je vais vous présenter chacun des panélistes et je vais leur demander de bien vouloir répondre à une question commune, c'est-à-dire dans toute cette grande quantité de données disponibles, quelle est une statistique ou un fait qui vous a frappé et pourquoi pensez-vous que c'est important? Qu'est-ce que cela veut dire pour l'agriculture et les aliments en 2022? Première experte qui va répondre à cette question est le docteur Ellen Goddard, qui est professeur et titulaire d'une chaire coopérative en marketing et en affaires agricoles à l'Université de l'Alberta depuis décembre de l'an 2000. Sa recherche se concentre à la modélisation économique des marchés nationaux et internationaux des produits alimentaires pour l'analyse des politiques. Ses recherches actuelles portent sur divers aspects du comportement alimentaire, notamment la réaction des consommateurs aux incidents de sécurité alimentaire, l'intérêt des consommateurs pour les étiquettes, la demande d'attributs de crédibilité, la traçabilité, la certification. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Hélène, quelle est une statistique qui t'a frappé au-delà des autres? Merci beaucoup de m'avoir invité. J'aime beaucoup tout ceci et j'adore les données. Donc, j'adore le recensement quand il est publié parce que je ne peux résister de voir quelles sont les choses intéressantes qui s'y trouvent. Maintenant, j'ai deux statistiques très intéressantes desquelles je veux vous parler. La première, vous pouvez m'interrompre après cela, et le fait que je cherche toujours la synergie entre de différentes composantes des données qui ont été présentées. Et nous sommes toujours préoccupés par rapport au vieillissement des agriculteurs. C'est l'une des statistiques qui sont saisies dans la presse, qui sont une inquiétude dans le secteur, qui sont axées sur la succession et d'autres choses. Mais quand on couple cela à l'augmentation des prix des terres, il est clair que les prix des terres deviennent un obstacle d'entrée pour un certain type d'agriculture. Mais dans les statistiques que Sébastien a présentées, on a des différences régionales
par rapport au profil de vieillissement des agriculteurs et l'on dirait qu'il existe des provinces qui ont des augmentations plus importantes de participation plus jeune dans les fermes. Donc, je suis très intéressée à savoir si on peut faire de la recherche supplémentaire pour voir les différents programmes régionaux qui sont en place pour soutenir des agriculteurs plus jeunes. Si vous rentrez sur Google et vous le copiez, vous mettez appui à des agriculteurs plus jeunes, vous voyez que le Manitoba a plusieurs programmes et cela, en fait, explique peut-être pourquoi ils ont des agriculteurs plus jeunes qui s'en vont à l'agriculture au Manitoba. Maintenant, l'autre chose, cependant, est que quand nous parlons de l'agriculteur plus âgé, on a en tête un seul agriculteur qui porte des overalls, c'est généralement un homme blanc, et ces fermes deviennent en fait plus grandes. Elles sont en train de devenir plus grandes à travers les secteurs et le pays. Elles ne sont pas vraiment gérées par une personne seulement, c'est fini. Donc, il nous faut trouver une façon de décrire l'équipe de gestion de façon plus élargie et cela pourrait saisir davantage de diversité dans qui gère nos fermes dans l'avenir. Et je vais peut-être arrêter là. Bon, ben, quelle est la deuxième statistique qui vous frappe? Ben, ce qui me fascine vraiment comme deuxième statistique, et je n'y ai pas trop pensé jusqu'à présent, j'ai vu les diapos de Sébastien, c'est l'augmentation dans la production d'énergie renouvelable dans les fermes. J'ai regardé le sujet un peu et du point des données antérieures de l'OCDE indique qu'il existe une augmentation assez importante dans l'utilisation d'énergie dans les fermes. Donc, cette augmentation dans l'énergie renouvelable n'est peut-être pas un substitut pour l'énergie conventionnelle. C'est peut-être où les fermes apportent la nouvelle énergie dont ils ont besoin pour augmenter leur utilisation d'énergie et cela pourrait être intéressant à savoir parce que on pourrait penser qu'on fait une substitution avec du renouvelable, mais c'est peut-être la façon de faire pour ajouter davantage d'énergie, de sources d'énergie aux fermes. Donc, cela m'intrigue vraiment. C'est intéressant et je pense que ces deux points peuvent nous aider à utiliser le recensement comme point de départ, mais c'est évident qu'il y a beaucoup plus de travail qui doit être fait pour comprendre ce que veulent dire les chiffres. Maintenant, je vais parler de notre deuxième expert. Agricole à l'Union des producteurs agricoles. Ayant grandi dans le milieu agricole, Jean-Charles est passionné de l'agriculture. Il détient un diplôme en gestion et exploitation d'entreprises agricoles et ainsi qu'un baccalauréat en agroéconomie de l'Université Laval. De plus, il réalise présentement une maîtrise en agroéconomie à la même université. Avant de travailler pour l'UPA, Jean-Charles a fait un bref passage en financement agricole et un stage à la division de l'agriculture de Statistique Canada. Son parcours lui permet de bien saisir l'environnement d'affaires des productrices et producteurs agricoles et de comprendre les enjeux qu'ils vivent. Jean-Charles, est-ce qu'il y a un chiffre qui te frappe sur les enjeux que les producteurs sont en train de vivre? Oui, il y a deux statistiques qui nous ont frappés. Mais avant toute chose, j'aimerais féliciter Statistique Canada pour l'ensemble des outils de visualisation de données qu'ils ont développés pour ce recensement-là. Les outils que Sébastien a mentionnés, que ce soit l'outil cartographique, les différents graphiques qu'on peut avoir à l'aide de Power BI, ce sont tous des outils qui sont très pertinents et utiles parce que ça peut permettre à des gens autres que des agroéconomistes ou des analystes d'avoir accès aux données. Ça peut permettre des fois aux agriculteurs d'aller eux-mêmes fouiller dans les données du recensement et de pouvoir les visualiser par eux-mêmes. Fait que ça, on vous félicite vraiment pour cet aspect-là. Pour les données qui nous ont surpris, bien sûr, par rapport au Québec, l'augmentation du nombre de fermes, parce qu'il y a deux provinces qui ont eu une augmentation du nombre de fermes, le Québec et l'Alberta. Au Québec, c'était 1,6 d'augmentation par rapport à l'autre recensement, ce qui est 461 fermes. En Alberta, c'était 2,1 si ma mémoire est bonne. Donc ça, c'est un aspect qui nous a frappé parce que c'est la première augmentation depuis 1941 pour le Québec. Et nous, cette augmentation-là s'est concentrée dans le secteur acéricole. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2016, dans le secteur acéricole, il y a eu 5 millions, il y a eu une émission de 5 millions d'entailles de contingents. Puis,
cette augmentation du nombre de fermes-là, ben, elle peut majoritairement s'expliquer dans le secteur horticole par cette émission-là. Fait que ça nous permet de voir l'impact que peut avoir les plans conjoints puis cette structure-là. Ensuite, par rapport aux autres secteurs au Québec, ben, on a vu un certain déplacement là, du nombre de fermes. Par exemple, il y a eu une augmentation de 654 fermes dans les grandes cultures, mais c'est pas des nouvelles fermes en soi, c'est plus un déplacement de fermes de production animale qui se sont dirigées vers les grandes cultures. Souvent, là, des fois, ça peut être des producteurs qui décident de délaisser la production animale pour simplement cultiver leur terre. Et je vais aller vers une autre statistique qu'on a trouvée très intéressante, c'est l'augmentation du nombre de femmes en agriculture, les exploitantes. Sébastien en a déjà parlé. Au Québec, ben, simplement, si on compare les femmes exploitantes de 2016 à 2021, c'est une augmentation de 6,8 du nombre de femmes, ce qui est 745 exploitantes. Puis, sur le total des exploitants là, dans notre province, on passe de 26 à 27 là, que représentent les femmes, ce qui est très, très intéressant. Puis, justement, là, je serais intéressé de voir le papier que Statistique Canada veut développer sur les exploitants. Fait que c'est un peu le tour là, pour les statistiques qu'on a trouvées particulièrement intéressantes. Merci, Jean-Charles. J'aimerais faire un suivi sur les statistiques autour de les fermes qui sont impliquées sur les fermes. On a déjà reçu la question sur est-ce que le recensement nous donne la vraie histoire? Est-ce que ça démontre que la vraie implication des fermes sur les fermes agricoles? On sait que les chiffres sont augmentés, mais je pense que les gens sont curieux de savoir, est-ce que ça se peut que les taux d'implication sont déjà plus élevés, mais ils ne sont pas bien reflétés dans le recensement? Est-ce que tu peux parler de... Mais ça, c'est un point que Mme Goddard a déjà soulevé, là, que c'est maintenant, les fermes sont peut-être plus grosses, mais c'est une équipe qui est élargie, puis qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont impliquées dans la ferme. Donc, si Statistique Canada pourrait avoir la bonne méthode pour pouvoir savoir c'est qui l'équipe de gestion, puis à quel point les personnes sont impliquées dans la gestion des entreprises, bien, on pourrait voir, il y aurait peut-être plus de femmes qui sortiraient, qui sont peut-être pas nécessairement le propriétaire majoritaire, mais qui sont impliquées dans la gestion des entreprises. Fait que ça, c'est un aspect qui peut être particulièrement intéressant là, à développer ou de faire une enquête spécifique sur les femmes en agriculture ou sur les gestionnaires des entreprises. Merci. Je pense qu'on va revenir à cette question-là plus tard. But next, I would like to bring in our third panelist, Al Mussel. Al. Maintenant, je voudrais apporter notre troisième panéliste. Al est membre de notre équipe à l'ICPA et notre directeur de recherche et il est aussi chef de recherche et fondateur de Agri-Food Economic Systems. Auparavant, il a été associé de recherche principal au George Morris Center pendant 15 ans et ses domaines d'expertise en recherche sont la gestion agricole et les systèmes agricoles, le marketing agricole, les politiques agroalimentaires. Il est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en économie agricole de l'Université de Guelph et un doctorat en économie agricole de l'Université du Minnesota, où il a été boursier Fulbright. J'ai la même question à te poser. Je te demande quelle est une statistique qui t'a frappé et pourquoi elle est importante. Eh bien, merci beaucoup. Je pense que la première à laquelle je voudrais attirer l'attention des participants, Sébastien a fait une très bonne job à en parler, c'est l'enjeu de la consolidation et il existe un aspect en particulier. The daily May 11th when le 11 mai, ceci a apparu quand les premières données du recensement ont été publiées. Sébastien l'a mis dans un graphique de barre, mais j'ai pensé de le lire parce que ceci m'a vraiment épaté. Les fermes dans les groupes les plus élevés ont les revenus les plus élevés et la plus grande quantité d'employés. Par exemple, en 2021, les fermes ont signalé au moins 2 millions de ventes qui sont 51,5% des revenus des fermes. Sébastien l'a illustré dans son graphique et ceci par comparaison à 41,5% en 2016. Donc, cela a augmenté de 10% complet. Donc, je pense que la raison en est importante, la raison de la consolidation. Nous sommes dans une position, en fait, où, vous savez, c'est un fait que la production de produits agricoles
et dans une quantité limitée de mains. Mais en plus, on a cette dichotomie entre une quantité limitée de fermes qui ont une proportion très élevée des ventes agricoles, mais la plupart des fermes sont de petites fermes en même temps. Et ce qui est en train de disparaître, c'est ce qui est au milieu. Et je pense que cela devrait nous inquiéter parce que, bon, il y a plusieurs raisons en fait, mais je pense que l'une des choses qu'on ne peut pas prendre pour acquis est l'agriculture comme communauté, quelque chose en commun comme intérêt. Et ceci est en train de disparaître. Et ceci affecte notre façon de nous représenter dans l'agriculture primaire, la façon dans laquelle nous faisons l'approvisionnement et le marketing dans les fermes, comment les politiques agricoles se concentrent aux ménages, la situation spéciale, l'exceptionnalisme qui est fourni à l'agriculture. Et je pense que cette tendance est perturbatrice et inquiétante par rapport à comment tout cela se regroupe. Donc, voici la statistique remarquable qui est la première, je trouve. Je ne vais pas peut-être rentrer dans tant de détails pour la deuxième, mais c'est le déclin général en prairies naturelles, particulièrement à l'ouest du Canada. Et j'ai parlé avec ma collègue Hélène Goddard là-dessus. Elle partage mon inquiétude. C'est une inquiétude du point de vue de perte de biodiversité. Il faut présupposer que si les prairies naturelles, surtout à l'ouest du Canada, sont en déclin, cela pourrait être converti en terre cultivée. On a des inquiétudes quand les prairies sont converties. C'est des inquiétudes qui exigent l'attention des politiques. Je vais arrêter là. Merci beaucoup, Al. Et donc, on va passer à des questions pour tous les experts. Je voudrais reconnaître que Sébastien a des collègues qui sont en train de le rejoindre aujourd'hui et qui sont là aussi pour répondre dans la boîte à clavardage. Je voudrais reconnaître la participation de Léon, Mathieu et Éric qui sont de l'équipe de Sébastien. Merci beaucoup. Et encore une fois, ils sont bons à avoir répondu déjà à des questions qui ont apparu. Je voudrais commencer avec une question qui mentionne quelques-uns des points qui ont été mentionnés auparavant. Et peut-être, Sébastien, je vais te demander d'en parler le premier. Statistique Canada a changé sa façon de définir l'exploitation agricole au Canada dans le cadre de la modernisation de son programme de statistiques agricoles. En 2021, une ferme ou une exploitation agricole était définie comme une unité qui produisait des produits agricoles et avait des revenus et des dépenses par rapport à l'ARC. C'était en 2021 une exploitation agricole qui produisait au moins un produit agricole destiné à la vente. Et c'est intéressant de remarquer qu'on a 8 000 agriculteurs au Canada qui ont déclaré $0 de revenus agricoles, et cela comme résultat de ce changement. Mais Sébastien, je me demande si l'on pourrait commencer avec toi. Qu'est-ce qui a fait ce changement et quelle est la différence que cela fait? Et peut-être les autres experts pourraient en parler. C'est une bonne question et je te la remercie. Bon, il existe deux raisons vraiment pour ce changement. D'abord, nous voulions être consistants au sein du programme en utilisant une définition similaire fondée sur les taxes, tu l'as dit. Et nous fonder sur les taxes nous permet de faire de différents couplages. Côté efficacité et côté données, c'était la meilleure chose à faire parce que cela nous a permis d'inclure d'autres sources d'informations qui, en fait, viennent du système fiscal. Et cela réduit, en fait, le fardeau des agriculteurs. En fait, on ne veut pas augmenter le fardeau des agriculteurs. Pour cette raison, ce fut un pas dans la direction correcte. Alors, cela a en fait une incidence, une certaine incidence, surtout sur
le côté petit de l'exploitation. Les fermes plus élargies vont être saisies par cela aussi et nous avons vu avec la consolidation de l'industrie que de grands chiffres sont déclarés par de grandes exploitations agricoles et donc l'incidence du point de vue des chiffres, si on pense à l'élevage de bétail, la taille des terres, c'est petit. On a fait un petit exercice pour 3 variables, les ventes, les exploitants et je pense la superficie et on n'a pas vraiment vu des différences majeures, au moins au niveau national, pour la majorité des provinces. On n'a pas vu des choses qui ont bougé beaucoup. Cet exercice, essentiellement, est un modèle où l'idée est que si l'on appliquait la définition actuelle de la ferme aux données de 2016, qu'est-ce qui se passerait? Et au niveau national, pas beaucoup de choses se passeraient. Donc, on a confiance que la comparaison peut être faite avec les variables. Donc, je ne dis pas que les choses soient complètement parfaites. Par exemple, les fermes de blé dur, peut-être on ne peut pas les saisir. Et je voudrais aussi ajouter que si nous voulons que cela soit une définition qui reflète de façon plus adéquate l'industrie côté affaires, nous pensons que ceci est la meilleure approche et donc, en allant de l'avant, le reste des programmes agricoles sont en train de les utiliser et espérons qu'ils l'utiliseront aussi en 2026. Merci. Est-ce que d'autres experts voudraient faire des commentaires là-dessus? Hélène, j'allais seulement demander, l'une des choses que tu as remarqué dans la présentation est qu'il existe davantage d'interactions de certains groupes d'agriculteurs avec les consommateurs. Et j'ai des questions à poser là-dessus, mais on a vu aussi un changement où les produits agricoles ou les produits alimentaires sont produits et ce n'est pas distribué amplement par tous les centres urbains du Canada encore, mais il existe des centres urbains où l'on a eu assez de production agricole en ville. Les épiceries qui mettent des choses vertes sur leur toit, les restaurants qui font la même chose, les terres vides dans les villes aussi. Je ne pense pas qu'on puisse saisir cela très facilement. Donc, on n'est pas en train d'inclure les producteurs d'aliments de ce genre dans les résultats, n'est-ce pas? Encore une fois, les fermes urbaines, là, il ne s'agit pas seulement de revenus. S'ils envoient un signal fiscal à l'ARC, cela serait inclus. Donc, on a des fermes urbaines dans le recensement s'ils sont en train de le déclarer comme une exploitation avec l'information fiscale, mais vous êtes correct. On n'a pas de résultats fiscaux si c'est un hobby, si c'est un hôtel qui produit des légumes sur site, cela ne va pas être saisi. Mais les fermes, désolé, inaudible, le feraient. Les fermes verticales, encore une fois, c'est une définition fiscale, n'est-ce pas? Donc, on ne prête pas attention à ce que fait la ferme. On prête attention aux signaux fiscaux que les fermes vont déclarer. Donc, si une ferme verticale dit qu'ils ont des légumes ou des herbes, je suppose qu'ils vont envoyer des signaux à l'ARC. Hélène, je penserais que les fermes urbaines ou suburbaines, c'est exactement ce que l'on saisirait. Une ou deux observations là-dessus. Je crois que la quantité totale de fermes était 189 000, quelque chose de ce genre. Donc, 8 000, c'est à peu près un 4 de différentiel qu'on est en train d'ajouter. Ça serait intéressant de savoir
ou est-ce que cela se fragmente au niveau provincial et de façon disproportionnée, c'est du Québec, de l'Ontario, de la Colombie-Britannique? On a un autre chiffre important en Alberta, mais je pense que cela est aussi une fonction du fait qu'on a beaucoup de fermes en Alberta et cela semble être consistant avec les fermes dans les banlieues. Cela semble être consistant avec cela. Je veux que vous sachiez que les provinces que vous avez mentionnées ont aussi des programmes alimentaires très forts. Foodland, Ontario et quelques-unes des autres provinces n'ont pas un profil si élevé. Jean-Charles? Définition? Par rapport à la définition, Sébastien a mentionné qu'ils l'ont fait pour certaines variables. Mon point était justement de savoir si l'exercice allait être fait d'appliquer la nouvelle définition aux données de 2016 pour voir si la différence allait être différente parce que je me souviens, là, partout dans les données du recensement de 2021, il était mentionné de faire attention à l'analyse chronologique des données. Fait que si on nous mentionne qu'il faut faire attention, ça serait intéressant de savoir c'est où qu'il faut faire davantage attention et où la comparaison peut être plus difficile. Fait que ma suggestion était justement là, que Statistique Canada fasse l'exercice de la comparaison, mais c'est clair que la nouvelle définition est en fait un peu plus est plus claire parce que si on remonte dans les anciennes définitions, je pense que c'est avant 1996, il y avait un aspect de montant qui était lié à la définition. Puis c'est en 1996 ou 1991 que cet aspect-là a été enlevé et là, on fait tout simplement le ramener. Fait que moi, je trouve que la question est plus claire. Puis par contre, moi, il y avait certaines questions que je me disais, est-ce que ça a pu avoir un impact là-dedans? Par exemple, les travaux rémunérés externes à l'agricole, on a vu un gros changement là dans cette statistique-là de 2016 à 2021. Il y a eu une forte diminution, une bonne diminution du nombre d'exploitants qui ont des travaux rémunérés externes à l'agricole. Fait que ça tournait autour de ça, mes interrogations, mais Sébastien a mentionné là qu'ils ont déjà fait l'exercice par rapport à certaines variables. OK, merci. Sébastien, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, souvent, c'est une question de ressources. Hein. Je veux dire, on a voulu le faire pour les 10 provinces, mais on a voulu le faire pour les trois variables significatives. Je ne vais pas vous cacher qu'on pourrait le faire pour plus de variables que ça, mais c'est parce que il y a des centaines et des centaines de variables à l'intérieur du recensement de l'agriculture. Alors là, la question, c'est laquelle? Mm-hmm. Puis, je veux dire, on a voulu faire l'exercice. Je veux dire, on a été satisfait avec l'exercice qui nous démontre que, de façon générale, les comparaisons peuvent être faites. Mais c'était de mon devoir, à mon avis, d'être ouvert et transparent, de dire que la définition avait changé et que donc, bien que des comparaisons peuvent être faites, je veux que les gens soient conscients du fait qu'il y a eu un changement de la définition. Et c'est la raison pour laquelle ces mots-là ont été utilisés dans notre diffusion. Ceci dit, Jean-Charles, tu as absolument raison. Ce n'est pas la première fois qu'on fait un changement dans la définition de la ferme. Donc, c'est des choses qui arrivent. C'est arrivé d'ailleurs à plusieurs reprises dans l'histoire du recensement de l'agriculture. Et ça ne nous empêche pas de faire des comparaisons à travers le temps et de dénoter les tendances principales. Encore une fois, l'action, elle se passe du côté des plus grandes opérations et non pas nécessairement au niveau des plus petites. Si on regarde au niveau du nombre de fermes, c'est sûr, si on regarde le nombre de fermes rapportant moins de 10 000 en revenus, ben, comprends-tu ce que je veux dire? Je pense que c'est un petit peu plus de ce côté-là qu'il faut faire attention. Je pense que c'est... Je demande, en fait, à quelque part aussi aux gens de faire un exercice de leur jugement, quelque part. Tu sais, je veux dire, je peux pas non plus guider chaque personne ou chaque analyste, à chaque expert de se faire sa propre idée à savoir si c'est quelque chose qui peut être fait ou quelque chose qui ne doit pas être fait. Mais quand on s'en tient au niveau de la province ou au niveau des tendances nationales, il n'y a pas de problème. Merci. When this touches on the census changes. Ceci parle du fait que le recensement change tous les 5 ans. On demande de différents renseignements et on obtient de différents résultats. Maintenant, de ton côté, ta recherche se concentre au marketing de l'agriculture. Al, est-ce qu'on a de nouveaux renseignements, de nouveaux détails concernant la vente directe, le marketing? Ça m'intéresse de savoir ce que tu vois. Une petite augmentation
une ample variabilité à travers le pays. Que penses-tu que le recensement nous dit concernant les ventes directes et le marketing au Canada, Hélène? Une ou deux choses. Tout d'abord, étant donné que ceci fut pendant une période de pandémie, cela m'a surpris que le changement n'ait pas été plus grand que ce que cela a été, mais cela fut plus grand en 2020 et quand on a fait le recensement en 2021, des choses auraient pu se rajuster de retour à des méthodes de livraison plus traditionnelles. Donc, nous pourrions avoir raté quelques-unes de ces choses, mais certainement tout le monde pour des raisons de risque et toute cette histoire concernant ne pas avoir de papier toilette dans les épiceries et pas avoir du Robin Hood pour les fleurs, le plus les gens sont connectés aux agriculteurs, le plus ils seraient sécurisés. Mais en 2021, on s'est éloigné de cela. Mais je l'ai trouvé intéressant. Mais je trouve aussi, et encore une fois, je n'essaie pas de trouver des fautes, mais ce qui m'intrigue, c'est le fait que beaucoup d'agriculteurs que je connais font de la traitance directe avec les restaurants, par exemple. Et je ne suis pas sûre que cela se voit dans les ventes directes et probablement cela a à voir avec comment l'agriculteur le déclare. Mais l'autre chose que j'ai beaucoup remarqué pendant la pandémie, c'est qu'on a eu une relaxation dans les chaînes d'épicerie majeures. Traditionnellement, ces chaînes avaient travaillé à un modèle de justifier les achats. Donc, il y avait très peu d'aliments locaux qui apparaissaient dans les épiceries majeures parce que les décisions étaient prises au niveau national et cela m'a semblé pendant la pandémie et depuis la pandémie, on dirait que c'est la même chose, qu'on a relaxé quelques-unes de ces règles au niveau des grandes épiceries. Donc, cela m'intrigue si les agriculteurs sont en train de faire des contrats directs avec les épiceries ou autour de leur ferme et ça m'intéresse si on est en train de saisir une partie de cela. Donc, je pense qu'on a eu un grand changement dans l'intérêt des aliments locaux et le fait que les gens veulent l'obtenir de façon confortable. Aller à un marché d'agriculteurs pendant 2 heures en une semaine n'est pas forcément confortable. Donc, on voit de l'évolution par rapport à comment fonctionnent ces choses et comment cela est organisé. Donc, on pourrait avoir une croissance supplémentaire là-dedans vers l'avenir. Et c'est intéressant, vous savez, à un certain point, même moi, je faisais des jokes il y a 30 ans. On ne voulait pas manger pendant l'hiver seulement des racines, des navets, parce que c'était la seule chose qu'on pouvait avoir, mais il y a beaucoup d'aliments disponibles en Alberta pendant l'année qui sont en train de fournir la semence de croissance dans ce domaine. Les serres alimentaires et d'autres choses, mais c'est important, je pense, de voir la diversité dans les aliments qui est en train d'augmenter. Merci. Est-ce que quelqu'un voudrait faire un commentaire concernant les ventes directes et le marketing? Sébastien? Si je puis, une partie de l'explication de ce que tu signales, Hélène, on inclut les ventes directes à un marché ou dans la ferme. Et cela exclut des ventes de produits de revente avec des intermédiaires comme les marketeurs et les vendeurs en gros. Et on inclut les ventes directes au magasin. Cela vient du questionnaire du recensement. Donc, ces choses-là ne sont pas incluses dans la question des ventes directes, mais c'est un point important et on est en train d'avoir des conversations avec AAC là-dessus parce qu'ils nous ont fait savoir aussi qu'ils sont intéressés à ce genre d'informations. Donc, je suppose que je dois arrêter là, mais nous sommes conscients de ce que tu es en train de décrire. L'autre chose que je voulais mentionner est que les données sont un enjeu, que nous voulons développer un article et nous voulons fournir davantage d'informations et davantage d'analyses concernant cette question spécifique dans les études. Super, merci. Jean-Charles?
Oui, bien, premièrement, par rapport à cette question-là, cette question, elle a été modifiée par rapport au recensement précédent parce qu'il y a davantage de catégories de méthodes de commercialisation qui ont été ajoutées et surtout l'aspect, là, le pourcentage de revenus qui provient des ventes directes, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Fait que, étant donné que la série de données a été un peu brisée à ce recensement-là, c'est au prochain, qu'on va pouvoir faire une bonne comparaison. Ou c'est sûr que sur le total, on peut faire une comparaison, mais sur les méthodes spécifiques, j'ai vu, là, par exemple, le kiosque à la ferme, il y a eu une énorme diminution, mais c'est simplement parce que ça s'est réparti dans les autres méthodes qui étaient plus représentatives. Mais un point qui m'a particulièrement marqué, puis c'est sûr que c'est étant donné que le recensement, c'est une photo et cette photo-là a été prise pendant la pandémie, bien, la diminution de l'utilisation des marchés publics qui a été autant au Québec qu'au niveau national, bien, c'est un point que j'ai trouvé quand même important à souligner, puis que le prochain recensement mais va nous permettre de voir, c'est est-ce que ça a été simplement le temps de la pandémie ou c'est quelque chose qui est plus une tendance dans le temps, que c'est une méthode de commercialisation en vente directe qui est plus délaissée par rapport à, par exemple, les paniers bio ou la livraison directement aux consommateurs. Donc, moi, là, c'est vraiment la ligne marché public qui m'a le plus marqué, puis voir qu'est-ce qu'on veut vraiment, puis ça va être quoi la tendance pour les prochaines années. Ellen, I'm curious if your research has touched on that Hélène, ça question. m'intéresse de savoir si ta recherche touche l'enjeu que Jean-Charles a mentionné. Est-ce que tu as une idée de comment ces canaux de marketing sont en train de changer et est-ce qu'ils ont augmenté à cause de la COVID ou est-ce qu'ils représentent des changements à long terme? Comment est-ce que les consommateurs sont en train d'acheter des aliments directement des agriculteurs? Al, en fait, je posais la question à Hélène. Mais si tu veux t'exprimer, non, je pense qu'Hélène devrait en parler. Désolée, je l'ai raté. Alors, je vais dire oui, que je fais beaucoup de sondages avec de grands échantillons, avec des consommateurs au Canada et j'obtiens un pourcentage en augmentation de gens qui répondent au sondage, qui disent qu'ils achètent des aliments de façon directe. L'autre chose que je voudrais dire par rapport à la pandémie est la suivante. Les aliments sont quelque chose de très personnel, donc fréquemment, on a eu des relations personnelles qui se sont développées. Quand les gens cherchent des fournisseurs locaux, ils ont une tendance à savoir qui sont ces gens. Et quand on développe une relation personnelle, fréquemment, on ne l'abandonne pas, même si cela devient un peu plus incommode dans l'avenir. Donc, il se peut qu'on ait quelques-uns de ces modèles, comme Jean-Charles le disait, qui vont s'incruster davantage à plus long terme. Les marchés d'agriculteurs ou l'agriculture soutenue par la communauté. Mais on ne sait pas encore quelle sera la proportion. Et on ne sait pas encore la quantité de gens qui vont revenir au bureau. Ce n'est pas encore clair. Et si on ne revient pas au bureau, alors là, on voudrait encore avoir ces relations locales personnelles. C'est intéressant. Alors, l'une des choses qui deviennent plus incrustées est le changement dans notre façon d'utiliser les terres agricoles dans ce pays. Al et Hélène, Al a mentionné des discussions qu'il a eues avec Hélène concernant ce sujet. Al, l'une des statistiques que tu as remarquées auparavant, c'est le fait qu'on s'éloigne de prairies et de pâtures à des terres cultivées. Et on a remarqué cette dynamique par où on veut que les gens comprennent l'incidence de ce changement. Al, peut-être tu pourrais être le premier à aller à profondeur concernant ce sujet. On a vu des statistiques dans tout le pays. Ça devient intéressant quand on regarde où se trouvent les changements. Que penses-tu par rapport à la tendance à long terme? Est-ce que cela veut dire pour l'agriculture canadienne? Oui. Ce que le recensement nous dit est que les zones de ferme sont en déclin. Au niveau national, je pense que Sébastien a dit qu'à peu près 3 mais les terres cultivées ont augmenté. Cela semblerait une contradiction. Mais la terre cultivée est un sous-groupe
des zones de ferme. Et ce que l'on voit surtout est une réorientation dans la catégorie de ferme où l'on a eu une conversion, surtout à l'ouest du Canada, de pâture vers des terres cultivées. De différentes récoltes, mais des terres cultivées en tout cas. Ailleurs, on voit aussi une conversion de terres qui était une terre de ferme vers du développement urbain ou d'autres genres d'utilisation. Mais permettez-moi de me concentrer au pâturage pour un instant. Il s'agit là d'un enjeu important du point de vue du Canada qui retient en fait le carbone fixe qui se trouve au sein de ces prairies. On veut résoudre l'enjeu des gaz à effet de serre, mais l'on veut aussi retenir ce que l'on a déjà. Et la conversion de ces terres est quelque chose de négatif de ce point de vue-là. On a aussi beaucoup de littérature qui parle de la biodiversité qui a lieu dans les prairies naturelles par opposition au système agricole géré et je pense que c'est particulièrement important. L'un des enjeux qu'Hélène a mentionné il y a un instant est la valeur des terres de ferme, leur valeur et je pense que cela rentre dans la conversion parce que je pense qu'il existe des gens qui ont acheté des terres à une valeur relativement élevée et ont une réduction dans la valeur et typiquement cela ne sera pas l'utilisation plus élargie comme les pâturages. Donc, la pression arrive pour développer ces pâturages en système de récolte annuelle et même les terres qui sont achetées à un prix relativement élevé qui était auparavant une terre cultivée, on a des complications, ce qui inquiète aussi du point de vue de la durabilité. Donc, je pense que ce fut une statistique qui a été très sursaillante pour moi et je pense qu'on doit en parler beaucoup plus. Hélène, puis-je te demander si tu as d'autres idées à mentionner? Je vais dire deux choses. Leon vient de dire quelque chose de très important dans la boîte à clavardage. Quand on faisait la collecte de données en 2021, on a eu les catastrophes qui ont été mentionnées du point de vue de la sécheresse à l'ouest du Canada et les inondations en Colombie-Britannique. Ceci aurait pris des terres de la production, possiblement de façon temporaire, possiblement à plus long terme dans quelques-unes de ces régions. Et cela pourrait aussi expliquer une réduction dans les terres et le genre de terres desquelles il s'agit. Je pense qu'elle est correcte. Moi, je suis vraiment inquiète, comme cela a été mentionné dans une question, par rapport au fait que le public devrait mieux comprendre l'idée que changer l'utilisation des terres, même si l'on ne peut pas le voir, cela a une incidence sur la durabilité au Canada. La biodiversité est quelque chose de très important. On faisait la collecte de statistiques concernant les oiseaux de terre, de ferme qui ne semblent plus être en enjeu au Canada, mais on voit que la vie des insectes, par exemple, le logement pour les abeilles sauvages en particulier, tout cela serait affecté quand on change l'utilisation des terres et je pense que nous pourrions peut-être en tant que société sous-estimer la mesure dans laquelle la biodiversité est créée en maintenant le pâturage. Je dois le dire. Mais l'autre chose intéressante qui a été mentionnée dans les statistiques est le fait que des choses comme la production d'élevage semble être la production de bovins de boucherie qui change dans le pays, plusieurs raisons. L'une pourrait être la structure organisationnelle, industrielle des usines de transformation de la viande pourrait affecter les choses, mais on a aussi cette terre qui est perçue comme étant plus accessible pour quelques-uns de ces aspects. Et si nous changeons cette terre de pâturage en autre chose, là, on aura
un changement de si les bovins seront dans quelques régions ou pas, et une partie de l'interaction entre la production de différents types de produits n'est pas bien comprise. Mais il faut se rappeler que le canola était considéré comme quelque chose de particulièrement important du point de vue de la valeur pour le secteur agricole et pour l'exportation du secteur agricole. Donc, ce n'est pas surprenant que le canola soit en train de mettre pression sur d'autres utilisations de terre parce que cela semble être tellement important comme une façon de partager les coûts fixes de la machinerie, etc., si on apporte des choses au canola. Si je peux intervenir sur cette question. Oui, ben, ce que Hal et Hélène ont parlé, c'est une dynamique qui est principalement dans l'Ouest canadien. Certes, au Québec, on voit quand même une diminution des terres en jachère, des pâturages et des autres terres. Mais j'étais curieux. Hier, j'ai analysé les données par rapport aux terres en culture au Québec, puis on peut voir qu'à partir de 2006 à 2011, il y a eu une diminution et de 2011 jusqu'à 2021, c'est plutôt stable. Et ça, on peut relier ça au fait qu'on a le règlement sur les exploitations agricoles qui limite l'augmentation des superficies en culture dans un bassin versant dégradé. Donc, on peut voir l'impact que peut avoir une contrainte environnementale sur les superficies en culture. Puis ça devient une limite pour les producteurs au sens qu'ils ne peuvent plus faire de déboisement pour augmenter les superficies. Et moi, je trouve que oui, certes, c'est super important de parler de l'augmentation des changements d'utilisation de terre, mais moi, je trouvais que c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt au sens qu'il y a tout de même une perte nette de 2 millions d'hectares au Canada et c'était autour de 134 000 hectares au Québec de terre qui quittent les exploitations agricoles pour une autre utilisation, pour soit utilisation commerciale ou les villes. Certes, au Québec, il y a le système de la protection du zonage agricole, mais il y a tout de même une perte nette de terre qui se fait pour d'autres utilisations. Et ça, c'est un aspect qui m'a particulièrement marqué. Mais on peut tout de même voir qu'il y a une dynamique qui est différente pour les superficies en culture au Québec par rapport à d'autres régions du Canada. Sur la question des pertes des terres agricoles, on voit aussi qu'on est en train de perdre les terres. La valeur des terres qui restent dans la production agricole est en train d'augmenter. Oui. Il y a une question sur la relation entre les prix des terres et les prix des denrées agricoles. Il y a aussi une question sur la relève. Quelqu'un l'avait abordé plus tôt. Jean-Charles, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que ça nous dit? On manque, on est en train de perdre les terres agricoles. La valeur des terres qui restent est en train d'augmenter, puis il y a des impacts sur toute la chaîne. Ça se peut être une des raisons pourquoi on voit cette transition entre des petits pâturages à des produits annuels, à des plantes annuelles. Qu'est-ce que tu penses, Roger, de toute cette dynamique-là autour des terres? Bien, c'est sûr que par rapport à l'utilisation des terres, plus que la valeur des terres augmente, plus que les producteurs vont tenter d'aller vers des cultures qui vont être plus rentables pour eux. On prend un simple exemple, puis moi je vais prendre un exemple local à moi, c'est le maïs grain au Québec. En Montérégie, ça va être le maïs grain, puis les producteurs vont tenter d'aller plus vers le maïs grain ou le soya. Ils vont délaisser les céréales ou le foin. Fait que c'est sûr qu'ils vont détourner vers une utilisation qui va être plus rentable. Fait que j'imagine qu'on peut appliquer la même dynamique à l'Ouest canadien avec l'augmentation de la valeur, c'est sûr qu'ils vont détourner vers d'autres utilisations. Mais si je peux me permettre, je sais pas si on était rendu à ce point-là, de parler de l'impact pour la relève, pour la transition, là, par rapport à l'augmentation de la valeur des actifs agricoles et des terres agricoles, c'est sûr que ça devient une contrainte qui est très importante pour autant la relève agricole, mais que les transferts d'entreprises. Parce que plus que les entreprises deviennent grosses, plus que les transferts deviennent très complexes. Puis dans ma courte vie dans le financement agricole, je l'ai vu, là, il y a des très, très, très grosses entreprises qui deviennent c'est un casse-tête de faire le transfert d'entreprise à la relève et au reprenant. Et d'un autre côté, c'est pas une donnée directe du recensement, mais il y a l'endettement agricole qui est une donnée que StatCan produit. Et au Québec, par exemple, de 2017 à 2021, on a eu une augmentation, je pense, si ma mémoire est bonne, c'est de 49 de l'endettement agricole. Donc, en parallèle, on a une augmentation des actifs,
On a une augmentation de l'endettement agricole, donc ça devient de plus en plus complexe pour la relève. Puis là, en ce moment, on est dans un contexte de hausse des taux d'intérêt. Et à chaque % de taux d'intérêt qui augmente, c'est 250 millions en moins dans les revenus nets pour les producteurs agricoles. Ça, c'est comment que la donnée du Québec. Là, au Canada, si ma mémoire est bonne, c'est 130 milliards de dettes agricoles. Donc, dans ce contexte-là, que les actifs valent cher, qu'on a une hausse des taux d'intérêt, ben c'est sûr que ça prend des bons programmes de gestion des risques pour les producteurs puis pour la relève et non seulement des bonifiés là, pour couvrir les nouveaux risques qui peuvent toucher la relève et les reprenants. Donc, c'est un peu... Sorry, Ellen, you touched on this earlier. Hélène, tu l'as mentionné auparavant. Jean-Charles vient de parler du besoin d'avoir de nouveaux programmes de gestion d'affaires. On a plusieurs programmes à travers le pays qui traitent les producteurs de façon relativement égale, mais ce n'est pas le cas quand il s'agit de jeunes agriculteurs et transition agricole. On a parlé de comment on voit dans les statistiques de différents taux de changement sur les jeunes agriculteurs et l'âge des agricultures dépendant des provinces. Je pense que c'est un exemple intéressant de comment l'on peut faire des expériences naturelles ou de différents gouvernements ou de différentes politiques avec de différents résultats. Ça m'intéresse de savoir si on peut parler de cela un peu plus. Comment se passent ces politiques plus ciblées autour des transitions? Comment elles sont en train de propulser de différents changements à travers le Canada? Hélène, voulais-tu en parler? Bon, ben, il est certain qu'on a beaucoup de preuves par où nous avons des programmes assez différenciés, ciblés surtout autour de jeunes agriculteurs. Farm Credit a un programme pour les jeunes agriculteurs consistant à travers le pays. Ce que quelques-uns des jeunes agriculteurs, jeunes avec lesquels j'ai travaillé en Alberta, sentent comme problème est qu'à mesure que les fermes deviennent plus grandes et l'on veut acheter quelque chose pour démarrer, cela devient un grand problème parce qu'essentiellement, c'est qu'on veut une partie de la ferme et pas toute la ferme avec des millions de dollars investis en équipement pour démarrer. Et nous n'avons pas de programme consistant à travers le pays qui soutiennent les fermes de différentes échelles. Je suppose c'est la meilleure façon de le voir. Je pense aussi que dans nos programmes de gestion de risque dans les fermes, quand je travaillais avec le Alberta Local Food Council, ça fait un certain temps déjà, on a apporté des gens qui travaillaient avec la gestion de risque d'affaires dans l'Alberta et ils ont dit qu'on ne pouvait développer des programmes de gestion de risque quand on a un historique de revenus et de dépenses et ce genre de choses qui soit à l'échelle de la ferme ou le genre de produit qui est en train d'être récolté dans une certaine région. Et si on n'a pas cet historique, c'est risqué, je suppose, de sauter dans des programmes de gestion de risque pour ces agriculteurs, ce qui veut dire que probablement l'on doit faire quelque chose au niveau collectif. Les agriculteurs à de différentes échelles ont fréquemment des difficultés à se communiquer avec des organismes établis de produits et d'exprimer leur inquiétude au sein des organismes de produits pour les gérer dans leurs négociations autour de la conception de programmes et politiques à travers le pays. Parce que traditionnellement, à mesure que l'industrie a augmenté, les fermes ont augmenté en taille, on a eu quelque chose en commun par rapport au processus de politique et que de le faire plus hétérogène fait que ça soit plus difficile de négocier avec le gouvernement. Donc, il existe toutes sortes d'enjeux autour de l'entrée d'agriculteurs plus jeunes dans l'agriculture qui sont difficiles, coûteux et exigent beaucoup d'efforts pour les aborder.
Et je suppose que le plus on a de données là-dessus, le plus clair, les choses vont devenir les choses le long du temps. Mais je sais que pour quelques personnes plus jeunes, même les gens qui viennent d'un historique d'agriculteur, s'ils ne sont pas en train d'hériter quelque chose à travers d'une famille, c'est difficile de rentrer dans l'agriculture, même s'ils veulent le faire de façon passionnée. Al, on a eu une question là-dessus dans la boîte à clavardage. Ceci a à voir avec tes commentaires concernant la perte de la ferme de la classe moyenne au Canada. Encore une fois, cela est relatif aux commentaires concernant les défis par rapport à la taille des fermes et leurs valeurs. Est-ce que tu pourrais parler davantage par rapport à ce que tu vois concernant la fragmentation et la consolidation? Oui, certainement, mais avant de le faire, je pense que quelques-uns des commentaires d'Hélène par rapport à la gestion d'affaires pour de nouveaux agriculteurs et quelque chose de plus idiosyncratique en ce qui concerne les produits. C'est vrai, on aura toujours des défis par rapport à l'assurance des récoltes. Si quelqu'un veut faire de la lavande ou l'on n'a pas de lavande, ben, on n'a pas d'assurance pour la lavande. En ce qui concerne l'agro-stabilité et de nouveaux producteurs, nous avons en fait un ensemble assez fort de modèles, de points de référence que l'on peut utiliser avec les nouveaux producteurs. Donc, je ne suis pas sûre. Côté agro-stabilité, je pense que c'est placé de la meilleure façon que cela pourrait être. Donc, je pense qu'on doit tenir cela en tête. Maintenant, si je reviens au problème des fermes de classe moyenne, j'ai eu un grand plaisir, Sébastien, de voir, je comprends qu'il s'agit de quelque chose de spécial que Statistique Canada fait pour fournir cette information. Cela a été produit auparavant et je suis content que tu le fasses à nouveau. Vous savez, c'est important parce qu'il existe beaucoup de la façon par laquelle nous pensons à nous-mêmes dans l'agriculture qui concerne une notion peut-être pas d'une communauté homogène, mais un sentiment fort de communauté du point de vue de comment nous nous représentons les choses en commun par rapport à nos intérêts, notre façon d'utiliser les marchés. On dépend beaucoup de la liquidité. On a des agriculteurs plus petits qui sont dans des marchés très différents qu'une ferme avec plus de 2 millions de dollars en vente. Donc, avec le temps, peut-être on est en train de perdre ce point en commun. Je pense aux agro-entreprises qui ont des affaires transactionnelles, les concessionnaires d'équipements, par exemple. Beaucoup d'entre eux ont des modèles concernant l'achalandage, peut-être pas les grandes fermes, peut-être parfois, mais quand on est à une très grande échelle, on a de différentes sortes de relations avec les fournisseurs. Donc, je pense que tout cela est une partie de comment nous pensons à nos institutions et à comment nous travaillons. Et peut-être l'une des choses importantes est que beaucoup de dispositions spéciales qui fournissent un traitement spécial ou parfois protègent les agriculteurs des règlements et d'autres choses qui ont lieu si on a cette évolution tout le temps par où les entreprises de ferme s'éloignent des ménages. Je ne sais pas quel est l'argument pour une situation, un statut particulier qui puisse justifier le genre de programme que nous avons. Mais le recensement est quelque chose d'essentiel qui éclaire cette situation. On n'a que 3 minutes, mais quelque chose qu'on n'a pas encore mentionné, mais est important, et cela a à voir avec ce que nous dit le recensement par rapport à la
durabilité des fermes au Canada et leurs pratiques agricoles durables. Sébastien en a parlé, je pense que tu l'as mentionné. Hélène, est-ce que l'on peut te revenir par rapport à ce que tu penses de ce que nous dit le recensement par rapport à l'adoption de pratiques durables dans les fermes au Canada? Je pense qu'on commence à avoir une image beaucoup plus claire des choses à mesure que le recensement évolue. En tout cas, ce n'est pas important, mais dans les années 80, début des années 90, on n'avait pas d'image de ce qui était en train de se passer, même avec l'utilisation de la technologie dans les fermes. C'était bien en avance par rapport au recensement et je pense qu'on est en train de rattraper, ce qui est très bon. Le problème avec la durabilité de l'agriculture est que cela est en évolution constante, raison pour laquelle le recensement est tellement important. Et je pensais, quand on parlait de changer de pâture à terre cultivée, même quand j'ai déménagé à l'Alberta, on ne voyait pas de maïs dans tellement de sites en Alberta ou aussi nord en Alberta qu'on le voit maintenant. Donc, d'un côté, les développeurs de récoltes utilisent la technologie pour développer des variétés qui peuvent être récoltées dans de différentes circonstances. En même temps, nous avons un changement climatique qui est en évolution par rapport à où l'on peut cultiver les choses et où l'on peut avoir accès aux choses. Je pense que d'un autre côté, cependant, et que je trouve que le graphique que Sébastien a montré en ce qui concerne l'irrigation est quelque chose de très effrayant parce que cela est vraiment lié à la durabilité de l'agriculture. Je sais que l'Alberta apparaît de façon prominente dans ce graphique et je pense que l'Alberta est le premier site où la sécheresse sera quelque chose de majeur comme facteur. Mais il nous faut reconnaître qu'on aura d'autres sites dans le pays où cela sera une situation croissante. Et il vaut mieux qu'on fasse des labos vivants en Alberta pour nous assurer de gérer les prix d'eau adéquats et les politiques adéquates pour nous assurer d'être préparés pour l'avenir. Parce que comme on a tellement de lacs et de rivières, nous sous-estimons l'incidence que cela aura sur l'agriculture à mesure que nous devenons de plus en plus secs et chauds dans l'avenir. Donc, il existe des choses qu'on est en train de saisir dans le recensement qui montrent des tendances dans la direction correcte et il existe des choses où nous devrons avancer si nous voulons essayer de saisir des choses, si l'on veut correspondre au recensement et aussi par rapport aux registres fiscaux. Merci beaucoup. Hélène, tu vas être la dernière à avoir parlé. Il est clair que c'est un sujet beaucoup plus élargi qui a à voir avec beaucoup de dialogue continu. On va les saisir en automne quand l'ICPA va recommencer avec ses webinaires. Je voudrais vraiment remercier Statistique Canada, Sébastien et son équipe pour avoir présenté les renseignements et pour avoir été actif dans la boîte à clavardage et avoir répondu aux questions. Je remercie nos experts. Je pense que la discussion fut formidable et cela est montré tous les renseignements qui sont dans le recensement. Merci aux participants de nous avoir rejoints. Ceci a été enregistré, ça sera disponible dans notre canal de YouTube et veuillez le partager pour que d'autres personnes puissent voir ce sujet que nous avons discuté. Merci et bonne journée à tout le monde.